Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité et aujourd'hui je m'entretiens avec le Dr George Samueli, chercheur principal à l'Institut de politique globale, co-animateur avec Peter Lavelle du podcast The Gaggle et auteur du remarquable livre Bomb for Peace, la guerre humanitaire de l'OTAN contre la Yougoslavie. Les conséquences horribles de cette guerre, non seulement pour la Yougoslavie, la Serbie et tous les autres États successeurs, mais aussi pour l'ensemble de la politique étrangère transatlantique, sont ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Alors George, bienvenue. Très heureux d'être avec vous, Pascal. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, car vous avez écrit ce livre et vous avez été très actif en ligne pour dénoncer les hypocrisies de l'Occident, mais aussi cette propension à la guerre, qui, comme vous le soulignez dans votre livre, a tiré des leçons cruciales pour l'ère post-guerre froide en Yougoslavie. Pourriez-vous nous expliquer cela? Eh bien, il est très important de voir ce qui a été fait à la Yougoslavie. Les puissances occidentales, d'abord l'Allemagne, puis les États-Unis et le Royaume-Uni, se sont employés à détruire un État établi, la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Elles l'ont fait en violant toutes les normes du droit international, toutes les normes du droit constitutionnel. Ce qui s'est passé en Yougoslavie, c'est que les premières élections ont eu lieu en 1990 et presque immédiatement, diverses forces nationalistes et sécessionnistes, notamment en Croatie et en Slovénie, se sont précipitées pour quitter la Yougoslavie. Face à cela, on aurait pu penser que les États occidentaux, qui se réclament du droit international, diraient « Eh bien, d'accord, il faut passer par une procédure légale et constitutionnelle. » Vous ne pouvez pas simplement dire que vous organisez votre première élection et que comme première mesure, vous décidez de quitter un État commun qui existait depuis 70 ans. Il faut suivre une procédure constitutionnelle. C'est ce qui se passe normalement. Mais au lieu de cela, l'Allemagne a immédiatement commencé à pousser pour la reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie. Et étant donné qu'il n'existait aucun processus constitutionnel formel au sein de la Yougoslavie pour la sécession, parce que la Yougoslavie, contrairement à l'Union soviétique, ne disposait pas d'un tel processus. L'Union soviétique était l'union des républiques socialistes soviétiques, avec 15 républiques. La Yougoslavie n'avait pas ce mécanisme. En théorie, toutes les républiques avaient le droit de faire sécession, bien qu'aucune procédure n'ait jamais été établie pour déterminer comment elles pourraient quitter l'URSS, jusqu'à ce que Gorbatchev, en 1990, adopte une législation précisant quelle devait être la procédure. Mais bien sûr, cela a été complètement ignoré par les républiques plutôt opportunistes, en particulier la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Ainsi, cette procédure, ce qui était légal et constitutionnel, a été ignorée. Mais la Yougoslavie était un peu différente, car la Yougoslavie était la République fédérative socialiste de Yougoslavie, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un seul État composé de 6 nations. Donc, il ne s'agissait en aucun cas de républiques qui s'unissaient pour former un État commun. Il existait un État commun composé de 6 nations. Le droit à l'autodétermination appartenait aux nations et non aux républiques. Tout cela a été ignoré par les puissances occidentales. Et les puissances occidentales ont simplement dit « Eh bien, nous allons de toute façon reconnaître ces sécessionnistes. » Et nous allons ignorer les décisions des institutions fédérales légalement établies de la Yougoslavie, en particulier la Cour constitutionnelle fédérale de Yougoslavie, qui avait statué à l'unanimité que la sécession était illégale, que les déclarations d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie étaient illégales.
Nous allons ignorer tout cela. Nous allons ignorer le fait qu'il n'y ait pas eu de référendum à l'échelle de la Yougoslavie sur l'indépendance et sur la volonté de maintenir la continuité de l'État. Nous allons simplement aller de l'avant et reconnaître les sécessions. Et ensuite, ils ont dû inventer un jargon juridique pour justifier ce qu'ils avaient fait, à savoir la soi-disant commission d'arbitrage Badinter, qui a été décidée. Il y avait 5 juges constitutionnels, tous originaires d'Europe occidentale. Pas une seule personne ne venait de Yougoslavie, des Balkans, quelqu'un qui connaissait réellement le territoire. Évidemment, personne n'est venu de Russie. Et ce sont eux qui ont tout simplement inventé des décisions absolument ridicules, parmi les plus stupides et les pires jamais prises, pour justifier ce que les puissances occidentales ont fait, à savoir reconnaître la dissolution de la Yougoslavie, la sécession des républiques et ignorer la volonté de tous les peuples de Yougoslavie qui, pour la majorité, voulaient continuer avec l'État commun. Ils ont donc ignoré tous ces souhaits et ont ensuite déclaré « Très bien, maintenant que nous avons notre Yougoslavie morcelée, quiconque n'est pas d'accord, nous lui appliquerons des sanctions. Et à terme, nous utiliserons la force armée. » Désolé, je dois juste vous poser une question à ce sujet, car je ne connais pas ce tribunal. Pouvez-vous me donner l'historique de ce tribunal, ce qu'il était, et comment il fonctionnait? Eh bien, voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit, la Croatie et la Slovénie se sont précipitées vers la sortie et elles ont déclaré 1991, n'est-ce pas? Nous sommes en 1991, pas plus tard. Donc c'était le 25 juin 1991. Et puis la communauté européenne, on l'appelait encore la CE à l'époque, a pris les devants et a dit « D'accord, ce que nous allons faire, c'est organiser ce qu'on appellera une conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour décider de la marche à suivre. » Mais ensuite, bien sûr, ils ont triché dans la manière dont ils ont procédé parce qu'ils ont ignoré toutes les institutions fédérales yougoslaves, comme la présidence yougoslave. Ils ne se souciaient pas de ce qu'elle disait. Ils ont ignoré l'Assemblée nationale yougoslave. Ils ont ignoré la Cour constitutionnelle yougoslave. Nous n'écouterons que les présidents des républiques. Mais bien sûr, le président auquel ils ne voulaient prêter aucune attention était le président de la Serbie, car la Serbie était la république la plus peuplée de Yougoslavie. Ils devaient donc ignorer les souhaits des Serbes et de leurs alliés, les Monténégrins, et prêter principalement attention aux sécessionnistes. Ce que fit alors cette conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, ce fut de dire « Bon, tout cela est très compliqué. Ce que nous allons faire, c'est mettre en place une commission d'arbitrage. » Mais cela n'a en réalité jamais fonctionné comme une véritable commission d'arbitrage, car il ne s'agissait pas d'une partie présentant son dossier, puis l'autre, et ensuite d'un arbitre tentant de résoudre les différends. Puis-je simplement intervenir? Car généralement, la façon dont fonctionne l'arbitrage, si vous le faites devant l'un des tribunaux d'arbitrage, c'est qu'une partie nomme un arbitre, l'autre partie en nomme un autre, puis les deux arbitres en désignent un troisième, et la décision de ce panel fait alors office d'arbitrage, à condition que vous ayez un accord d'arbitrage au départ. Donc ce n'est pas ce qui s'est passé. Non, non, non. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison sur ce que vous venez de souligner. Car ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit « D'accord, nous allons créer cette commission d'arbitrage avec nos 5 juges. 3 des juges, nous les nommerons nous-mêmes. La communauté européenne, nous nommerons ces 3 juges. » Et ensuite, ils ont dit « Nous irons voir les Yougoslaves et leur dirons « Eh bien, vous nommez 2 des juges. » Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Alors les 3 juges ont dit « D'accord, eh bien nous nommerons les 2 restants. » Et donc, au final, il y avait 5 juges, qui venaient tous, ils étaient tous en fait, présidents
des cours constitutionnelles d'Europe occidentale. Il y avait Badinter lui-même, qui était le président de la commission. Il était le président de la Cour constitutionnelle française. Il y avait aussi le président de la Cour constitutionnelle allemande, de la Cour constitutionnelle espagnole et de la Cour constitutionnelle italienne. Ce sont eux qui ont finalement pris la décision. Mais ils sont ensuite allés encore plus loin. Car la Serbie, qui dirigeait, en gros, le groupe souhaitant maintenir la Yougoslavie unie, a formulé une série de questions à l'intention des arbitres. Mais ensuite, ces questions ont été réécrites, complètement reformulées, par le président de cette conférence internationale sur la Yougoslavie. Eh bien, on ne l'appelait pas ex-Yougoslavie, c'était la conférence internationale sur la Yougoslavie, présidée par Lord Carrington. Et donc Carrington a reformulé ces questions. C'est comme si la partie concernée n'avait même pas pu présenter ses arguments. Carrington l'a reformulé de manière à obtenir la réponse souhaitée. Et pourquoi était-ce la réponse souhaitée? Parce que l'Allemagne avait déjà clairement indiqué, nous sommes en décembre 1991, qu'à ce moment-là, l'Allemagne avait déjà déclaré « Peu importe la décision que vous prendrez, nous allons reconnaître la Croatie et la Slovénie. » Je veux dire, il l'avait déjà dit. Donc, la commission Badinter travaillait déjà selon ce calendrier fixé par l'Allemagne, à savoir qu'elle devait produire des conclusions juridiques qui justifieraient ce que l'Allemagne avait l'intention de faire, car il n'y avait aucune justification juridique pour reconnaître la sécession. C'est tout simplement contraire au droit international. Mais l'Allemagne avait dit qu'elle allait le faire, donc Badinter a dû inventer un raisonnement juridique alambiqué et absurde pour justifier cela. Je veux dire, le juge constitutionnel espagnol n'aurait-il pas au moins dû s'opposer à cela? Parce que l'Espagne se trouve aussi dans cette situation précaire où différentes régions aimeraient partir, mais ne le peuvent pas. Mais la Constitution comporte une clause qui dit que si toute l'Espagne dit oui, alors vous pouvez partir. Vous êtes autorisé à quitter le pays. On aurait pu penser que c'était exactement ça, mais ils ont décidé, je suppose, que eh bien, la Yougoslavie est composée de peuples un peu inférieurs, les Balkans. Et donc, ce qui est valable pour l'Espagne, parce que l'Espagne ne reconnaît le droit de personne à faire sécession, ce qui peut s'appliquer à l'Espagne ou à la France ne s'applique pas à la Yougoslavie. Ils ont donc formulé ces conclusions. Et la plus importante était que, eh bien, la Yougoslavie n'est plus un État existant. C'est un État en dissolution. Donc, parce que c'est un État en dissolution, les républiques qui veulent faire sécession ne font pas vraiment sécession. Elles ne font que reconnaître la réalité, à savoir que c'est un État en dissolution. Mais bien sûr, ils n'avaient aucune preuve de cela. Je veux dire, ce n'était pas un État en dissolution. Les institutions étatiques qui existaient toutes étaient toujours là. Il tournait en rond en disant, eh bien, puisque la Croatie et la Slovénie veulent se séparer, alors ça doit être un État en voie de dissolution. Et donc, puisque c'est un État en dissolution, il ne nécessite aucun soutien. C'était donc la conclusion la plus importante. Ensuite, ils ont dit d'accord. L'autre conclusion était que ces frontières administratives devaient devenir des frontières internationales. C'est bien sûr complètement absurde, car, en d'autres termes, il ne devait y avoir aucune négociation entre les peuples de Yougoslavie. Ces frontières administratives étaient acceptables tant qu'elles existaient dans le cadre d'un État commun. Mais comment peuvent-elles devenir des frontières internationales? Car maintenant, on va se retrouver avec une nation d'un côté, puis une autre nation de l'autre côté de la frontière administrative. Désormais, ils deviennent citoyens d'un autre État. En gros, vous privez donc les gens de leur nationalité, de leur statut d'État. Mais ils ont dit, oh eh bien, nous nous contentons de reconnaître ces frontières comme des frontières internationales.
nous ne pouvons pas y toucher. Cela a de nouveau révélé leur hypocrisie, car ces frontières ont été tracées par les communistes. Elles ont été dessinées pendant la Seconde Guerre mondiale par les partisans de Tito. Ils reconnaissaient que celles-ci étaient immuables, mais ils ne reconnaissaient aucune des institutions de la Yougoslavie. Comme je l'ai dit, la Cour constitutionnelle yougoslave avait rendu des décisions très claires, affirmant que la sécession était illégale. Il n'existait aucune procédure dans la Constitution yougoslave permettant aux États de simplement faire leurs valises et partir. Ils ont ignoré tout cela, mais ils ont déclaré que ces frontières tracées par les communistes en 1943 étaient supposément valides 50 ans plus tard. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, l'hypocrisie d'un côté, et aussi simplement la suffisance avec laquelle tout cela s'est produit, et qui ensuite, bien sûr, justifie l'intervention, n'est-ce pas? Et nous n'en sommes même pas encore arrivés là, mais c'est très bien que tu soulignes comment cela s'est passé. Mais peut-on remonter encore un peu plus loin? Parce que 1991, c'est l'année qui suit la dissolution finale de l'Union soviétique. Les étapes cruciales de la dissolution de l'Union soviétique, du séparatisme de l'Union soviétique, ont eu lieu un an auparavant, à l'été 1990, et le discours de Bush en Ukraine devant la Rada disant « S'il vous plaît, ne faites pas sécession car c'est très dangereux ». Et cela s'est produit quand même. Les forces qui ont agi ainsi, cette idée aussi qu'il faut reconnaître de manière préventive tout ce que disent les Croates, les Slovènes, etc. D'où cela vient-il? Est-ce que ce processus a été influencé par ce qui s'est passé en Union soviétique? Je pense que les puissances occidentales ont vu cela comme une occasion unique de démanteler l'Union soviétique et de démembrer la Yougoslavie. Ils considéraient la Yougoslavie comme une sorte de substitut de l'Union soviétique. C'était comme une mini-Union soviétique située en Europe qui pouvait potentiellement poser problème à l'objectif occidental de l'otanisation de l'ensemble du continent européen. Car la Yougoslavie avait acquis une certaine légitimité en tant qu'État communiste indépendant. Évidemment, elle est arrivée au pouvoir avec l'aide de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré cela, il y a eu une rupture. L'Union soviétique et la Yougoslavie se sont brouillées. Depuis cette rupture, les relations se sont améliorées. La Yougoslavie a effectivement tracé une voie indépendante et développé sa propre forme de communisme, avec certaines forces de marché, la décentralisation, le contrôle ouvrier. C'est pourquoi la Yougoslavie était perçue comme un problème potentiel pour l'objectif de l'otanisation de l'Europe. Ce modèle de socialisme pouvait en effet séduire les États d'Europe de l'Est que l'Occident souhaitait intégrer le plus rapidement possible à l'UE et à l'OTAN. Et c'était aussi un champion du mouvement des non-alignés. C'était un champion du précurseur de l'actuel Sud global, des BRICS, etc. C'était l'exemple européen. Et en ce sens, la Yougoslavie a réussi à rester très neutre dans toute cette affaire de guerre froide. Dans vos recherches, avez-vous trouvé des indices montrant, par exemple, que ce genre de mentalité qui n'est pas avec nous et contre nous se manifestait dans la façon dont les Européens de l'Ouest et aussi les Américains abordaient la Yougoslavie? Oui, absolument. Parce que ce qu'ils voyaient en Yougoslavie, c'était le problème de la Serbie. Ils considéraient la Serbie comme un véritable problème, parce qu'ils pensaient que la Serbie entretenait une relation très étroite avec la Russie. Évidemment, historiquement, linguistiquement, culturellement, l'Église et tout le reste, la Serbie était liée à la Russie. Et le président de la Serbie était Slobodan Milošević. Slobodan Milošević était perçu comme un héritier du système communiste. Il était issu du système communiste, tout comme les autres dirigeants de la Yougoslavie.
Mais contrairement à eux, il n'était pas vraiment prêt à rejeter tout ce qui venait du communisme, et il est donc presque immédiatement devenu une figure diabolisée. Il émerge en 1987, et là on peut vraiment voir à quel point les médias occidentaux étaient apoplectiques. Ils appréciaient tous ces nouveaux types de dirigeants qui émergeaient dans le reste de l'Europe de l'Est, qui voulaient essentiellement s'allier à l'Occident. Mais Milosevic disait en quelque sorte, « Eh bien, nous continuerons à suivre notre propre voie indépendante et non alignée, comme vous l'avez dit. En d'autres termes, oui, nous poursuivrons cela dans la future Yougoslavie. » Et puis, il est vraiment devenu cette figure diabolisée dans les médias occidentaux. Les sécessionnistes des autres républiques ont été très malins. Ils ont dit, « Regardez, l'Occident en est vraiment venu à détester Milosevic. Il n'aime pas les Serbes. Nous non plus, nous n'aimons pas les Serbes. Alors nous allons présenter notre cause aux puissances occidentales en disant, « Nous sommes opprimés. » Nous sommes sous la coupe des Serbes, et ils sont tous communistes, et nous essayons de nous libérer des communistes. Et cela a été un argument efficace. Les puissances occidentales n'étaient pas particulièrement intéressées à examiner le passé, en particulier celui du dirigeant croate, Tudjman, qui avait ouvertement défendu des idées fascistes et invité ouvertement des fascistes à venir en Croatie. Ce qu'ils entendaient, c'était ce discours sur les Serbes communistes pro-soviétiques qui voulaient nous soumettre à ce joug communiste. Si l'on regarde les reportages médiatiques de la fin des années 1980 jusqu'en 1991, il s'agit toujours de montrer comment les Serbes, les communistes, veulent réimposer le totalitarisme au reste des peuples de Yougoslavie. Je suis désolé de vous poser cette question, car nous devons passer d'un sujet à l'autre si rapidement. Il y a tellement de détails à examiner ici. Mais cette approche qui consiste à se concentrer sur des dirigeants individuels, tout en ignorant complètement leur parcours. Franjo Tudjman était à tous égards un communiste. C'était un apparatchik communiste, n'est-ce pas? Et ignorer tout cela, je veux dire, nous avons vu cela à maintes reprises. Et nous le voyons avec l'Ukraine, n'est-ce pas? Nous voyons avec l'Ukraine une soudaine indifférence à quelque chose qui était pourtant reconnu auparavant, à savoir qu'il existe un nationalisme fasciste d'extrême droite en Ukraine. Et puis soudainement, cela est devenu comme des héros glorieux. J'ai cependant un autre invité dans mon émission, David Gibbs, qui a également souligné que toute l'affaire yougoslave, alors qu'elle se développait, et elle se développait pendant une période très turbulente, 1991-92, avait bien un précurseur. Il a dit que l'Afghanistan, la manière dont les États-Unis ont attisé et rendu une guerre en Afghanistan pratiquement inévitable, était quelque chose qui a ensuite été appliqué aussi en Yougoslavie, dans la façon dont on travaille avec différentes factions rebelles, pour ainsi affaiblir l'adversaire. Selon vos recherches, soutiendriez-vous cette analyse? Je le pense. Il y a un certain calendrier à suivre. Nous commençons avec la Croatie. C'est 1991-92. Maintenant, Tudjman, oui, il avait été communiste, mais il s'était brouillé avec les communistes. Il avait été emprisonné par Tito en 1970, dans le cadre du printemps croate, qui était la renaissance du nationalisme croate. C'est une affaire sérieuse quand on commence à raviver le nationalisme croate. Surtout, tout le monde, et en particulier les Serbes, se souviennent des horreurs de l'État fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Tudjman était très associé à cela. Par exemple, la journaliste britannique Nora Beloff, une véritable experte des Balkans, a écrit, je crois vers 1991, à une époque où personne ne prêtait vraiment attention à cela. Elle a dit, « Écoutez, j'ai rencontré Tudjman en 1980. Et ce qui m'a frappé immédiatement en le rencontrant, c'était en 1980, encore à l'époque communiste. Il détestait les Serbes.
Il avait une haine pathologique et obsessionnelle des Serbes. Donc tout ce que nous voyons maintenant, en 1990-91 en Croatie, est le résultat direct de Tudjman et des personnes qui l'entouraient, ainsi que de leur aversion absolue pour les Serbes et de leur détermination à essentiellement se débarrasser des Serbes de Croatie et de tout ce qui était spécifiquement serbe en Croatie. Rappelez-vous, la façon dont cela fonctionnait en Yougoslavie, c'est que la Croatie, selon sa constitution, elle a eu plusieurs constitutions. Dans chacune de ces constitutions, il était écrit « La Croatie est l'État des Croates et des Serbes ». C'était pas simplement « Oh, c'est l'État des Croates et ils ont une minorité serbe » ou autre. C'était un État commun des Croates et des Serbes. Tudjman, la première chose qu'il fait, c'est de changer la constitution et de dire que c'est uniquement l'État des Croates. Les Serbes sont devenus une minorité. Ainsi, en étant une minorité, Tudjman peut commencer à prendre ses décisions constitutionnelles, comme organiser un référendum sur l'indépendance auquel les Serbes s'étaient opposés. En disant, eh bien, nous avons maintenant changé la Constitution. Nous n'avons plus besoin de prêter attention à ce que la minorité serbe a à dire. Voilà pour 1991. En 1992, on se retrouve avec la situation en Bosnie-Herzégovine où l'on voit apparaître ce genre de figure islamiste. Lui aussi avait été en prison, c'est Alija Izetbegović. Il avait été en prison, eh bien, il a été emprisonné après la Seconde Guerre mondiale pour avoir collaboré avec les nazis, mais ensuite il a été incarcéré sous la Yougoslavie pour son islamisme. Et puis il y a le système de propagande occidentale qui vient nous dire, eh bien, Izetbegović, il est très laïque, c'est un musulman laïque. Il n'était rien de tout cela. Je veux dire, il suffit de lire ses écrits. Il a énormément écrit sur l'islamisme et sur l'incompatibilité de l'islam avec l'Occident, etc. C'était un islamiste. Mais les médias occidentaux, tout comme avec Tudjman, ont minimisé toutes les sympathies fascistes de Tudjman et sa serbophobie. Ils ont donc présenté Izetbegović comme une sorte de musulman laïque. Mais je pense que simplement en termes de répartition des rôles, la Croatie et la Slovénie étaient en quelque sorte des projets allemands, tandis que la Bosnie-Herzégovine était un projet américain. Ainsi, les Américains ont décidé. Ce que nous voulons promouvoir, c'est Izetbegović comme une sorte de musulman modéré et laïque, le genre de musulman que nous apprécions comme les musulmans en Turquie. C'était avant l'ère Erdogan. Donc nous obtenons ce type de figure laïque, pro-occidentale, pro-OTAN. Contrairement aux musulmans que nous n'aimons pas, ceux d'Iran, d'Irak, etc., c'est ce type-là que nous apprécions. Les Américains ont donc embrassé la cause d'Izetbegović et ils étaient très désireux de pousser à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, ce qui était très problématique, car les musulmans ne représentaient en réalité que 43% de la population. Les Serbes comptaient pour environ 33%, et le reste était composé de Croates. Ils ont donc dû ignorer la démographie de la Bosnie-Herzégovine et continuer à pousser pour l'indépendance, tout en sachant parfaitement que les Serbes ne l'accepteraient tout simplement pas, car ils disaient « Nous avons le droit à l'autodétermination nationale. Nous voulons rester une partie de la Yougoslavie. Pourquoi devrions-nous être exclus de la Yougoslavie à cause d'Izetbegović? Et nous ne voulons certainement pas être gouvernés par quelqu'un qui est islamiste. » Ainsi, les Serbes de Bosnie-Herzégovine ont dit « Eh bien, nous voulons partir. Nous voulons rester une partie de la Yougoslavie. » Ils ont bien sûr été absolument et férocement dénoncés par les puissances occidentales et rapidement placés sous sanction. Finalement, ils ont été bombardés en 1994 et 1995. Est-ce que quelqu'un a jamais demandé leur avis aux Croates de Bosnie-Herzégovine? Parce que je me souviens avoir rendu visite à un ami croate en Herzégovine. Et il m'a montré, là-haut dans les collines,
la petite grotte où pendant 150 ans, ils pratiquaient le catholicisme en secret parce que c'était interdit sous l'Empire ottoman et l'occupation. Alors est-ce que quelqu'un a demandé leur avis aux Croates? Parce qu'au bout du compte, il aurait peut-être mieux valu rester avec la Yougoslavie si les choses s'étaient compliquées. Cela aurait absolument été le cas. Mais le problème, c'est que la Croatie avait déjà fait sécession. Une fois que la Croatie avait quitté la Yougoslavie, les Croates de Bosnie-Herzégovine ont dit « D'accord, nous voulons les rejoindre. Nous voulons faire partie de l'État croate. » Ils ont donc soutenu cette indépendance parce qu'ils ont organisé un référendum comme l'avait stipulé Badinter, selon lequel il devait y avoir un référendum en Bosnie-Herzégovine. Badinter a veillé à ce qu'il n'y ait pas de référendum à l'échelle nationale dans toute la Yougoslavie, mais qu'il y ait des référendums dans chacune des républiques. Ce référendum en Bosnie-Herzégovine a été boycotté par les Serbes parce qu'ils affirmaient qu'il violait la constitution de la Bosnie-Herzégovine, laquelle stipule « Aucun changement constitutionnel ne peut être adopté s'il est rejeté par l'une des 3 nations constitutives de la Bosnie-Herzégovine. » Les Serbes y étaient opposés. Ils sont l'une des nations constitutives. On ne peut pas avoir de constitution, on ne peut pas avoir de référendum. C'est une violation de la Constitution. Néanmoins, ils ont poursuivi avec le référendum. Mais en Turquie, rien concernant la Constitution. Maintenant, les Croates ont soutenu cela parce qu'ils voyaient l'indépendance de la Bosnie comme la première étape. La deuxième étape, ils feraient sécession de l'État indépendant de Bosnie et rejoindraient la Croatie. Mais même selon les propres critères de Badinter, il n'y a pas eu de vote suffisant, même avec les Serbes qui n'ont pas participé, boycottant ce référendum. Même dans ces conditions, ils n'ont pas obtenu la majorité des 2 tiers nécessaires pour que la sécession de la Bosnie-Herzégovine soit reconnue. Pourtant, ils ont dit « D'accord, ça nous suffit, nous la reconnaissons ». Mais ensuite, voici une autre des conclusions de Badinter. Ils ont refusé d'accepter la Yougoslavie centrale comme l'État restant de la Yougoslavie. En d'autres termes, lorsque l'Union soviétique se dissout, la Russie est l'État successeur de l'Union soviétique. Ils ont dit « Non, non, nous n'allons pas reconnaître cette Yougoslavie centrale qui veut rester la Yougoslavie, c'est-à-dire à l'époque la Serbie et le Monténégro. » C'est un tout nouvel État. Vous allez devoir redemander l'adhésion à l'Organisation des Nations Unies. Et bien sûr, lorsque la Serbie et le Monténégro, ce qui restait de la Yougoslavie, ont déclaré « Nous n'allons pas redemander car nous sommes la continuation de la Yougoslavie », ils ont été immédiatement exclus de l'ONU. Ainsi, tout au long des conclusions de la commission Badinter, ils se sont assurés de récompenser les sécessionnistes. Et toutes les personnes, il faut dire qu'au moins 50% de la population de la Yougoslavie souhaitaient que l'État continue d'exister. Ces personnes-là, c'est plus de 50% qui voulaient la continuité de la Yougoslavie, ont été absolument, résolument ignorés. Ils n'ont rien obtenu. Rien de la part de Badinter. Et bien sûr, cela a continué. Et cela continue encore aujourd'hui. C'est arbitraire. Parce que si vous regardez le Kosovo aujourd'hui, la principale revendication de la minorité serbe au Kosovo en ce moment, c'est qu'ils veulent partir. Ils veulent rejoindre la Serbie. Mais on ne leur accorde pas le droit des minorités de réellement le faire. Parce qu'au sein du Kosovo, on leur dit maintenant « Non, non, vous devez respecter votre propre constitution. Le séparatisme est illégal au Kosovo. » Alors que lorsqu'il s'agit du Kosovo, nous ne reconnaissons pas que la Serbie dise que le séparatisme est illégal. Et ils le font tout simplement. Et dans la même phrase, ils le font. Et donc, c'est une histoire de 30 ans de décisions arbitraires sur qui nous donnons le pouvoir et à qui nous ne le donnons pas. Et donc, il faut l'accepter et se taire. Et d'ailleurs, maintenant, le Kosovo va à la plus grande base de l'OTAN dans les Balkans. Et cela va continuer. Merci beaucoup.
and it will continue. Thank you very much. Exactly. And that's really very interesting because Exactement. Et c'est vraiment très intéressant parce que vous avez les conclusions de la commission Badinter. Ils ont dit d'accord, les États successeurs de la Yougoslavie sont les républiques, donc les 6 républiques, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie et Macédoine. Ce seraient donc les successeurs, et il n'y aurait aucun changement dans ces frontières administratives. Elles deviennent désormais des frontières internationales. Mais ensuite, ils ont fait volte-face et ont changé de position concernant la Serbie. Ils ont dit, eh bien, en fait, le Kosovo, qui à l'époque était reconnu comme faisant partie de la Serbie, le Kosovo peut apparemment faire sécession de la Serbie. Donc tout à coup, ils ont dit, le Kosovo peut le faire faire sécession. But not the Serbs in Kosovo, not the Serbs. Mais pas les Serbes du Kosovo, pas les Serbes, parce qu'il y a de bons et de mauvais sécessionnistes. C'est ça. Donc le Kosovo, ils peuvent simplement prendre cette province du Kosovo. Ils peuvent faire sécession. Mais qu'en est-il des Serbes, de la minorité serbe au Kosovo? Non, eux n'ont pas droit à l'autodétermination. Mais sur quelle base? Parce que ce qu'ils appellent le Kosovo n'est qu'une province habitée par des Albanais. Or, les Albanais ont déjà leur propre État. Alors, quelle est exactement la base juridique pour un autre État albanais? Il n'existe pas de nation appelée les Kosovars. Les médias peuvent le dire, le répéter, mais les Kosovars, ce peuple n'existe pas. Il existe donc déjà un État albanais. C'est pourquoi, selon la constitution de la Yougoslavie, les Albanais de Yougoslavie étaient considérés comme une minorité nationale et non comme une nation constitutive, car leurs aspirations nationales avaient déjà été satisfaites dans l'État albanais. On dit alors, d'accord, le Kosovo existe en tant qu'État, donc nous allons l'accorder aux Albanais. Mais qu'en est-il des Serbes, qui, après tout, étaient une nation constitutive de la Yougoslavie? Ils ont leur État, la Serbie. Pourquoi ne peuvent-ils pas rejoindre l'État serbe? Maintenant, ils doivent rester dans cet État dominé par les Albanais. Avez-vous une réponse à cela? Je veux dire, une réponse fondée sur la réflexion géostratégique de l'Occident. Je veux dire, ne serait-il pas plus simple de se débarrasser du problème serbe en les laissant simplement rejoindre la Serbie et ainsi avoir un Kosovo entièrement agréable et respectueux des valeurs occidentales? Kosovo left. Je pense qu'ils ont tout fait pour humilier les Serbes autant que possible. Et je pense aussi qu'ils se sont dit que s'ils faisaient cela, cela donnerait des idées, ce qui reste un problème pour eux actuellement, aux Serbes de la Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine, qui voudraient partir. Et ils veulent évidemment partir. Ils voudraient rejoindre la Serbie. Alors, ils ont imaginé toutes ces méthodes alambiquées pour essayer de maintenir les Serbes sous contrôle, pour essayer de les humilier autant que possible. Ainsi, les Serbes doivent rester au Kosovo, essentiellement dans leurs enclaves, dans cette province dominée par les Albanais, et les Serbes de la Republika Srpska doivent rester au sein de l'État de Bosnie-Herzégovine, qui n'est même pas vraiment un véritable État. Ils ont donc suivi toutes ces procédures simplement pour s'assurer que les Serbes soient humiliés autant que possible. Mais il y a aussi un autre aspect, qui est évidemment une forme de diviser pour mieux régner. Tant que tout le monde déteste tout le monde et que chacun est en conflit permanent avec les autres, les Balkans deviennent assez faciles à gérer. Les Allemands ont évidemment ouvert la voie à cela pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ensuite, l'Union européenne, sous l'influence de l'Allemagne, a fait exactement la même chose avec l'ex-Yougoslavie. Vous savez, c'est tellement laid. C'est tellement laid parce que ça coûte aussi tant de vies. C'est également très laid d'un point de vue juridique international parce que cela bouleverse tous ces principes. Et bien sûr, l'une des choses que ces personnes n'ont jamais à l'esprit, c'est que les précédents qu'ils créent seront étudiés par d'autres.
Il est donc extrêmement ironique que ce soit aujourd'hui la Russie qui dise « Regardez, nous ne faisons que répéter votre approche en Ukraine ». Pouvez-vous donner quelques exemples de parallèles où d'autres États ont effectivement tiré des leçons de cette manière d'imposer leur volonté aux autres? This way of implementing their will on others. Well, that was it. Because Eh bien, c'était ça. Parce que dans le cas de la Russie, ils ont en fait déclaré à l'époque que lorsque l'Occident s'est empressé de reconnaître le Kosovo en 2008, eh bien, nous allons en tirer des leçons. Et ils sont passés à l'action. Dans le cas de la Crimée en 2014, ils ont dit, eh bien, nous allons organiser un référendum. Je veux dire, ils ont effectivement organisé un référendum. Au Kosovo, ils se sont simplement contentés de reconnaître une déclaration du Parlement kosovar. Mais en Crimée, il y a eu un référendum. Et bien sûr, l'Occident a dit « Oh, tout cela est illégal, c'est illégal, ça fait partie de l'Ukraine ». Maintenant, sur quoi repose leur affirmation que cela fait partie de l'Ukraine? Eh bien, en 1991, au moment de la dissolution essentiellement illégale et inconstitutionnelle de l'URSS, il n'y a jamais eu de fondement juridique à ce qui s'est passé. À ce moment-là, à Belovesh, en décembre 1991, telles étaient les frontières de l'Ukraine. Celles-ci deviennent alors les frontières internationales que nous sommes tenus de reconnaître à perpétuité. Et les Russes se sont retournés et ont dit pourquoi devrions-nous le faire? Je veux dire, lorsqu'il s'est agi de la Serbie, vous avez dit que vous n'alliez pas reconnaître les frontières de la Serbie, après avoir d'abord affirmé en 1992 qu'il s'agissait des frontières internationales de la Serbie. Puis vous vous êtes ravisé et avez dit non, en fait, ce ne sont pas les frontières internationales. Nous allons simplement déclarer cette province comme un État indépendant. Donc, nous allons faire la même chose. Pourquoi serions-nous obligés de reconnaître la situation de décembre 1991 comme existant à perpétuité? C'est ce que les Russes ressentent dans le cas de la Crimée. Et puis, bien sûr, ils ont fait cela dans le cas du Donbass au départ, les régions de Donetsk et de Lugansk. Et ensuite, bien sûr, ils ont ajouté Kherson et Zaporozhye. Donc, ils ont dit, très bien, ceci fait désormais partie de la Fédération de Russie. Maintenant, l'Occident s'écrie, oh, le droit international, on ne peut pas changer les frontières internationales. Mais vous l'avez fait dans le cas de la Yougoslavie. Vous avez simplement dissous un État existant. Vous l'avez fait en violation non seulement de l'acte final d'Helsinki de 1975, mais aussi de toutes les déclarations des Nations Unies, alors qu'en principe, il ne faut reconnaître aucune forme de sécession. Cela a été considéré comme faisant partie des actes inamicaux envers d'autres États. La déclaration de 1970 sur les actes inamicaux envers d'autres États. Vous êtes allé de l'avant et vous avez fait cela. Vous avez tout bouleversé, sans jamais considérer que vous étiez en train de manipuler les frontières internationales. Et maintenant, soudainement, oh, les frontières internationales de l'Ukraine, nous ne pouvons rien y faire. Ce n'est rien d'autre qu'une hypocrisie et un opportunisme totaux. Il n'y a aucun principe là-dedans. Je veux dire, allez lire ces déclarations de Badinter. Certaines des conclusions juridiques les plus ridicules émises par les meilleurs juristes constitutionnels d'Europe occidentale. Les absurdités qu'ils ont produites. Ensuite, vous voyez comment, soudainement, les puissances occidentales proclament très solennellement « Eh bien, nous devons respecter le droit international. Nous ne pouvons pas simplement commencer à modifier les frontières internationales. » Eh bien, c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez fait pour la Yougoslavie encore et encore. Pouvez-vous m'expliquer, peut-être aussi, ce que vous savez des motivations allemandes? Parce que les Allemands sont apparus en 1990, 1991, comme les plus grands gagnants de la fin de la guerre froide. En gros, on parle de réunification, mais ce n'est pas ce que c'était. C'était comme si l'Allemagne de l'Ouest avait avalé l'Allemagne de l'Est.
l'État est allemand, est mort. Il est mort et il a disparu, et ses institutions ont été démantelées. Ces élites ont essentiellement été priées de partir et de ne pas revenir. Tout a été remplacé, n'est-ce pas? C'était comme si l'Allemagne de l'Ouest avalait l'Allemagne de l'Est. Et en même temps, on a ensuite la dislocation à la fois de l'Union soviétique et de la Yougoslavie. La Yougoslavie a vraiment été brisée à coups de hache. Et la Tchécoslovaquie, on parle de divorce de velours. Je n'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus. Mais pour la Yougoslavie, qu'est-ce qui a poussé les Allemands de l'Ouest à devenir aussi toxiques envers la Yougoslavie? Toxic on Yugoslavia. No, it's a very interesting question because C'est une question très intéressante, car il faut remonter au 3 octobre 1990, le jour de la réunification allemande. Helmut Kohl, le chancelier allemand, envoie un télégramme à chaque chef d'État dans le monde et déclare que dorénavant, seule la paix émanera du sol allemand. Et c'était, mot pour mot, ce qui figurait dans cet accord 2+4, qui a été précipité le 12 septembre, donc vraiment seulement quelques semaines avant la réunification. Cela dit donc, d'accord, une solution pacifique de la part de l'Allemagne. En quelques mois, ce même Helmut Kohl, ce même Hans-Dietrich Genscher, le ministre allemand des Affaires étrangères, sont allés de l'avant et ont essentiellement poussé pour cela. Ils ont fait pression avec une agressivité extraordinaire pour reconnaître la Croatie et la Slovénie, et ils se fichaient de savoir qui s'opposerait à ce qu'ils faisaient. Alors, qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière tout ça? Eh bien, je pense que l'Allemagne affirmait sa position en Europe, contrairement à toutes les déclarations qu'elle avait faites. Et pour être honnête, je dois dire que c'est un schéma récurrent de l'Allemagne depuis la réunification. Je pense qu'ils ont joué le jeu. L'Allemagne a en quelque sorte joué le jeu pendant toutes ces années. Oh, nous sommes différents. Nous avons changé. Nous ne sommes intéressés par aucune forme d'agression. Nous voulons travailler avec nos voisins, avec tous nos partenaires. Nous n'allons tout simplement pas refaire ce que nous faisions auparavant. Regardez l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne dit désormais ouvertement « Nous sommes en conflit avec la Russie ». C'était le chancelier Merz l'autre jour. Annalena Baerbock a dit « Nous sommes en guerre avec la Russie ». Il aurait été presque impensable qu'un gouvernement allemand dise cela. L'Allemagne s'affirme à nouveau. Donc ils l'ont fait au départ. La Croatie et la Slovénie étaient leurs alliés. Elles étaient alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était, vous savez, essentiellement un retour à leurs intérêts historiques dans les Balkans, ainsi qu'à leur haine, leur aversion absolue pour les Serbes. C'est une haine profonde, pathologique envers les Serbes qui remonte au XIXe siècle. On retrouve aujourd'hui certains aspects de cette haine dans le regain d'hostilité envers la Russie. Cela imprègne l'ensemble des médias allemands. Si vous parlez avec des Allemands, ils vous diront que c'est le jour et la nuit. Les médias allemands débordent littéralement de haine envers les Russes, rappelant les années 1930, la véhémence contre la Russie, et le refus d'envisager ne serait-ce qu'un point de vue légèrement différent, d'essayer d'écouter les arguments de la Russie ou quoi que ce soit de ce genre. On ne retrouve rien de tout cela dans le discours public allemand. Oui, et n'oublions pas toutes ces autres hypocrisies qu'il faut dénoncer parce qu'elles relèvent d'une sorte de schizophrénie nationale, non? Aussi, le jeu des bons musulmans contre les mauvais musulmans en Allemagne. Quand elle a dit « plus jamais ça », ça voulait dire plus jamais ça contre les gens qu'on aime. Jamais. Je veux dire, pas de génocide sans l'Allemagne. C'est l'un des fondements de l'Europe, non? Donc actuellement, le génocide de la population musulmane, de la population de Gaza, de la population palestinienne, parce qu'ils ne sont pas seulement musulmans, ils sont aussi chrétiens, juifs et autres. C'en est un exemple. Et puis bien sûr, en même temps, tout en justifiant le génocide là-bas, on crie au loup à propos de ce que la Chine fait à sa minorité musulmane au Xinjiang. Ça te sidère.
Mais ça montre que tous ces discours moraux, sont purement géostratégiques. Non, pas géostratégiques. Ils relèvent purement de l'intérêt national, selon qui on veut détester et qui on ne veut pas. Absolutely. Absolument. Évidemment, il y a les Palestiniens. Ils s'en moquent complètement. Ils disent « Nous avons une relation spéciale avec Israël à cause de notre histoire. Donc cela signifie que vous cautionnez toutes sortes de massacres horribles, d'atrocités. Cela ne vous importe pas parce que vous avez une relation spéciale avec Israël. Donc cela ne les intéresse pas. Mais ils se soucient des Tchétchènes. Pendant les années des guerres de Tchétchénie en Russie, les Allemands étaient en première ligne, absolument indignés par ce qui était infligé aux Tchétchènes. Donc ceux-là étaient les bons musulmans parce qu'ils étaient contre les Russes. Et là encore, on voit, cela renforce un schéma, car c'est un peu ce que l'Allemagne nazie faisait. Il faisait aussi toutes ces distinctions. Quels sont les musulmans que nous allons soutenir? Eh bien, nous allons évidemment soutenir les musulmans en Bosnie-Herzégovine. Ils sont bons parce qu'ils sont contre les Serbes. Donc, nous soutiendrons les musulmans. Au sein de l'Union soviétique, ils seront de notre côté, un peu comme les musulmans en Turquie. Donc, essentiellement, on prend ces décisions arbitrairement, entièrement en fonction du jeu géopolitique auquel on joue. On les présente comme géostratégiques, mais on ne voit même pas exactement comment l'Allemagne en bénéficie. Mais ce que fait l'Allemagne maintenant, ce qui est assez intelligent, et ils ont tiré la leçon de l'histoire, c'est de ne pas s'isoler, toujours rester avec le groupe. C'est la grande erreur que nous avons commise lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions isolés. Donc cette fois, il faut avant tout rester avec le groupe. S'assurer d'avoir les Juifs de son côté. Ne va pas à l'encontre de cela. C'est toujours une mauvaise idée. Assure-toi d'être du côté des États-Unis et du Royaume-Uni. Tant que tu fais partie de la majorité, tu peux à peu près faire ce que tu veux. C'est pour cela que l'Allemagne est parfaitement satisfaite de continuer à financer le massacre en Palestine, d'armer Israël, et s'en sort essentiellement en disant « Oh, nous avons cette relation spéciale. Nous devons soutenir Israël à cause de ceci ou cela. » Argument totalement inventé, car ce n'était pas la position de l'Allemagne dans les années 1970. Helmut Schmidt ne pensait pas « Oh, nous devons soutenir Israël à cause de ce qui s'est passé dans les années 1930 et 1940. » C'est simplement quelque chose qu'aujourd'hui l'Allemagne a inventé, que les années 1930 et 1940 devraient guider notre politique envers Israël. Beaucoup de ces concepts sont inventés de toutes pièces, puis on prétend qu'ils ont toujours existé. Surtout les actes de langage répétés, ceux qui finissent par s'ancrer dans l'esprit des gens. Prenons un autre exemple. L'ordre international fondé sur des règles. On nous fait croire que cette expression existe depuis 1945. En réalité, elle a été inventée il y a moins de 10 ans, car avant cela, personne ne l'appelait ainsi. C'est juste une autre façon de justifier des approches arbitraires du droit international. C'est exact. C'est tout à fait extraordinaire qu'ils fassent cela. Ils inventent l'ordre fondé sur des règles, et pour l'observateur non averti, cela semble positif. Eh bien oui, c'est ainsi que nous, en Occident, aimons nous percevoir. Nous croyons aux règles, nous croyons à l'ordre, nous croyons à une manière civilisée de résoudre les différends. Sauf que, lorsqu'on commence à examiner les exemples historiques, c'est exactement le contraire de ce qui a été fait en Yougoslavie. Vous avez constamment ignoré toutes les règles, enfreint toutes les règles, et vous avez simplement poursuivi une politique totalement destructrice, vouée à finir en guerre. Pourtant, c'est encore ainsi que l'Occident veut se voir. Un autre exemple intéressant, je suppose, quand on parle de l'Allemagne, c'est le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
une entité totalement absurde créée en 1993 par le Conseil de sécurité de l'ONU. In 1993 by the UN Security Council, Russia unfortunately was kind of absent without. La Russie, malheureusement, était en quelque sorte absente sans autorisation à l'époque et a soutenu cela. Et puis bien sûr, ils ont essentiellement envoyé des Serbes, pratiquement l'ensemble de la direction serbe, en prison, avec des peines à perpétuité. Je veux dire, les peines à perpétuité sont la norme. Les dirigeants serbes purgent tous des peines à perpétuité. Ils purgent 25 ans, demandent la clémence. Non, aucune clémence. Et bien sûr, c'est un traitement bien plus sévère que tout ce qui a été infligé aux Allemands après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, mettons de côté le premier procès de Nuremberg et les principaux dirigeants nazis qui ont été exécutés, mais pas tous. Certains ont été acquittés. Personne n'est acquitté au TPII, mais certains ont été acquittés. Et puis il y a quelqu'un comme Albert Speer, qui en tant que ministre de l'Armement, a été clairement impliqué dans des crimes de guerre. Il a écopé de 20 ans de prison, puis a vécu encore 20 ans à la retraite, menant une vie très confortable, écrivant des livres, donnant des interviews, etc. Et puis sans parler des nazis de rang inférieur, des SS, etc., qui n'ont rien subi, il ne leur est jamais rien arrivé dans l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre. Mais aujourd'hui, les Allemands arrêtent des Serbes. Ils peuvent arrêter un Serbe, le jeter en prison pour 40 ans. 40 ans, pour des crimes qui n'ont rien à voir en comparaison avec ce qu'ont fait les nazis. Donc encore une fois, les Allemands présentent cela comme « Oh, nous devons le faire ». À cause de notre passé particulier, nous ressentons très fortement la question des crimes de guerre. Nous pensons qu'il faut vraiment poursuivre ce processus. Les crimes de guerre commis par ceux qui ne sont pas de votre côté, ce sont ceux-là les mauvais. On le voit en ce moment. Ils s'indignent d'un crime de guerre lorsqu'il vient de la Russie, mais pas des autres. On voit à quel point ils se soucient de chaque vie perdue le 7 octobre, mais pas d'une seule de celles qui meurent sous les bombardements. C'est ça. C'est exactement comme ça qu'on joue le jeu, exactement comme le 7 octobre. Et chaque fois que ça fait la une, c'est toujours le 7 octobre. Le 7 octobre, le 7 octobre. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je veux dire, peu importe combien meurent, ou avant, exactement ou avant. C'est toujours pareil, on ne parle jamais, jamais, jamais de ce qui s'est passé avant. Donc c'est comme si chaque fois que les gens, dans la mesure où ils parlent de Yougoslavie aujourd'hui, ils ne retiennent qu'un seul événement, Srebrenica. Oh, Srebrenica. D'accord, cela se passe en juillet 95. Mais qu'en est-il de ce qui s'est passé avant? Il y a eu les 4 années qui ont précédé Srebrenica. Eh bien, personne ne veut en parler. On choisit simplement un événement. On le sort complètement de son contexte. Et bien sûr, on donne alors une vision très déformée de ce qui s'est réellement passé. Mais c'est ainsi que l'on construit ces récits. Et cela permet de désigner qui sont les gentils et qui sont les méchants. Donc, rien ne se passe avant le 7 octobre, rien ne se passe après. Alors on peut simplement parler du 7 octobre. Et il faut simplement souligner, George, que je pense que c'est une pure coïncidence, une coïncidence historique, que nous soyons toujours du bon côté de l'histoire. C'est une pure coïncidence. Si jamais nous n'étions pas du bon côté de l'histoire, nous l'apprenons 200 ans plus tard, et alors nous nous rachetons en ajoutant des mentions dans nos signatures d'email, vous savez, en reconnaissant les terres autochtones de ces peuples, et ainsi de suite. 200 ans plus tard, puis-je simplement changer de sujet un instant et aborder ceci, comment fonctionne l'Occident ou comment fonctionne cette mentalité, en vous citant un passage de votre livre, car vous avez une très belle conclusion où vous citez Tony Blair. Lorsqu'il a déclaré en 1999, « Le succès de l'OTAN au Kosovo sera le plus grand facteur de dissuasion pour les tyrans du monde entier
est le plus grand appel en faveur de la démocratie. C'est pourquoi, quoi qu'il en coûte, nous devons réussir. Et la politique de sauvagerie brutale qu'est le nettoyage ethnique doit échouer. Et il faut que cela se voie, disait Blair en 1989. Tout cela rappelle ce que l'on entend aujourd'hui à propos de l'Ukraine. N'est-ce pas? La sonorité, le ton. Pouvez-vous en parler? The tone. Can you speak to That's right. No, that's right. And of course, C'est exact. Et bien sûr, ce qu'ils ont fait en 1999 était manifestement complètement illégal. Cela a eu exactement l'effet inverse de ce qu'ils voulaient. C'était censé être humanitaire, mais en réalité, cela a été absolument destructeur et dévastateur. Ils prétendaient vouloir empêcher des crimes de guerre. Or, selon le TPIY, cela n'a fait qu'augmenter les crimes de guerre. Et puis bien sûr, l'afflux de réfugiés qui aurait soi-disant provoqué les bombardements. L'afflux de réfugiés, évidemment, a augmenté de façon exponentielle à cause des bombardements. Mais comme la Serbie était relativement facile à vaincre, l'OTAN et Tony Blair se sont beaucoup félicités eux-mêmes. Oh, fantastique. Nous avons fait cela. Vous savez, nous avons gagné. Vous savez, nous les avons vaincus. Non seulement vous avez gagné, mais vous étiez comme un boxeur. Vous avez remporté le combat. Mais en plus, vous pouvez vous sentir comme le gentil. Et c'est bien sûr cette hubris qui a mené à l'assaut contre l'Afghanistan. Mais bien sûr, l'Irak, un peu plus de 2 ans plus tard, parce qu'ils pensaient, eh bien nous sommes évidemment les gentils. Il sera assez facile de vaincre l'Afghanistan, et un Irak bien affaibli. L'Irak était déjà sous sanctions depuis plus de 10 ans. Et ensuite, nous aurons une nouvelle occasion de nous féliciter. Nous avons vaincu le tyran Saddam Hussein et tout le reste. Mais ensuite, comme vous le dites, ce qui se passe quand cette guerre tourne mal, c'est qu'au bout de quelques années, il y a une révision rapide. Oui, c'était une erreur. On n'aurait probablement pas dû faire ça. Et donc on se demande, quel est le consensus aujourd'hui? Oui, on aurait probablement dû laisser tomber celle-là. Mais personne ne disait cela à l'époque. Ils disaient, il faut y aller. Il faut aller en Irak. Ceux qui étaient contre la guerre en Irak étaient une toute petite minorité. Bien que ces personnes soient encore fières de ce qu'elles ont fait, même si elles disent que l'Irak était un chaos, elles affirment toujours que c'est une bonne chose que Saddam Hussein soit parti. Et vous savez, dans l'ensemble, le résultat positif a été atteint, même si les moyens étaient désordonnés. Et si je demande à ces personnes qui disent « on ne peut pas attaquer une nation souveraine », et que je leur dis « eh bien, vous avez attaqué l'Irak, non ?» Elles répondent « ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. L'un est une dictature, l'autre une démocratie en plein essor. » Je leur dis « écoutez, mais le droit international ne se soucie pas du système politique. » Alors en général, ils répliquent « incomparable. Il était sur le point de tuer des millions de personnes dans son propre pays. 5 millions. » Eh bien, c'est tout à fait exact. Et ce sont précisément les justifications qui étaient avancées à l'époque lors des débats sur l'invasion de l'Irak. Et nous disions, écoutez, j'argumentais en disant c'est une nation souveraine. Je veux dire, regardez la Charte des Nations Unies. Il n'y a rien dans la Charte des Nations Unies qui dise que toutes les démocraties ne sont pas, vous savez, des cibles ouvertes. On ne peut pas attaquer un pays simplement parce qu'on n'aime pas sa forme de gouvernement. Il n'y a rien dans la Charte des Nations Unies qui dise que tous les États, quels que soient leurs arrangements internes, sont des cibles légitimes. Mais ensuite, ces personnes qui font ces extrapolations fantaisistes du droit international, comme je le disais à propos de la commission Badinter, et ensuite du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ils inventent tout cela. Oui, mais la façon dont le droit international a évolué, c'est que certains États n'ont pas vraiment de légitimité. Donc, parce qu'ils ne sont pas démocratiques, parce qu'ils ne protègent pas vraiment leur propre population,
Ils n'ont pas d'immunité contre les attaques d'autres États. C'était le germe de toute cette idée de la responsabilité de protéger, qu'on peut en fait décider arbitrairement que certains États ne protègent pas leur population et donc que d'autres peuvent intervenir, bombarder, renverser ou faire ce qu'ils veulent. On a dit que c'était un argument avancé à propos de l'Irak. Et tu as raison. Il y a des gens qui justifient encore l'Irak. Eh bien, au moins, on s'est débarrassé de Saddam Hussein. Mais comme tant d'Américains sont morts et que cela est clairement devenu très impopulaire aux États-Unis, c'est encore une sorte d'embarras. Et tout cela reposait sur des mensonges. On ne peut pas ignorer les mensonges qui ont été propagés à propos des armes de destruction massive. Donc c'est devenu une sorte de honte. Les gens n'ont donc pas vraiment envie d'en parler. C'est pareil pour le Vietnam. Le Vietnam était extrêmement populaire au début, puis, quand cela est devenu progressivement impopulaire et que la guerre ne semblait pas se diriger vers une quelconque conclusion, l'Amérique y a mis fin. Et ensuite, il semble que tout le monde y était opposé depuis le début. C'est comme si on avait du mal à trouver quelqu'un qui était favorable. Oui, bien sûr que j'étais contre le Vietnam. C'est toujours comme ça que ces choses fonctionnent. Si ça réussit, ou du moins si ça réussit selon leurs critères, comme ils pensent que la Yougoslavie a été un succès, parce qu'ils ont fini par céder, pas sur tout, mais au moins ils ont cédé après les 11 semaines de bombardement, alors ils se félicitent et continuent à parler de l'intervention fantastique que ça a été. Si ça ne marche pas, alors ils disent simplement que ça n'a pas vraiment fonctionné. Mauvaise guerre, au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu sais, on fera mieux la prochaine fois. Donc je pense que c'est ce qu'on a vu pour l'Irak, et bien sûr avant cela, le Vietnam, et dans une certaine mesure, la Libye aussi. Oui, et quand ça ne se termine pas bien, et surtout si tu dois partir, alors tu imposes aussi des sanctions écrasantes, juste pour étouffer ce qui reste du chaos que tu as créé. Et l'Afghanistan en est là actuellement, non? Mais bon. C'est également vrai pour le Vietnam. Dans le cadre des accords de paix de Paris, les États-Unis avaient promis une aide considérable au Vietnam pour aider à reconstruire le pays. Pas un sou. Les États-Unis n'ont pas versé un seul centime au Vietnam après les accords de Paris. Les sanctions ne s'appliquaient pas, mais elles sont restées en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait un changement de régime souhaité par l'Occident. Et pour une raison quelconque, l'Occident n'arrive pas à comprendre comment il se fait que ces nations sauvages comme le Vietnam, l'Inde et d'autres ne se rangent pas de leur côté lorsqu'il s'agit d'aborder la Russie et la Chine. C'est impensable. Pourquoi? Pourquoi cela serait-il? Mais bref, pour conclure, une toute dernière question. Diriez-vous que la Yougoslavie a représenté l'aboutissement de la victoire de l'Occident dans la guerre froide? Ou bien était-ce le début, le nouveau modèle pour imposer l'hégémonie aussi longtemps que possible? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que c'était le début de ce qu'on pourrait appeler le moment unipolaire. Oui, et je trouve très intéressant qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique, cela ait été l'occasion pour l'Occident d'affirmer essentiellement sa domination, en particulier sur le continent européen, mais évidemment aussi en s'étendant vers l'Eurasie. Pour l'Occident, je pense que l'issue de la Seconde Guerre mondiale n'a pas vraiment été très satisfaisante, car c'est essentiellement l'Union soviétique qui a brisé la colonne vertébrale de la Wehrmacht, et l'Occident a dû l'accepter. L'Occident a dû accepter que l'issue de cette guerre soit que l'Europe de l'Est reste dans la sphère d'influence soviétique et que l'Union soviétique soit cette puissance militaire redoutable. Et l'Occident en était vraiment très mécontent.
Ainsi, d'une certaine manière, une fois que cette puissance s'est désintégrée entre 1989 et 1991, on pouvait enfin obtenir le résultat que l'on souhaitait depuis le début. Cette pression contre la Yougoslavie faisait donc réellement partie de la pression contre la Russie. Cela remonte à très loin, jusqu'aux années 1930, voire même avant, une tentative de chasser la Russie de l'Europe tout entière. La Yougoslavie était perçue comme le substitut de la Russie. La Russie avait toujours été impliquée dans les Balkans. Les Britanniques avaient rencontré des problèmes avec l'implication de la Russie dans les Balkans. Les Serbes étaient considérés comme les alliés de la Russie. Ils craignaient alors que d'autres puissent également voir la Russie comme un allié. Peut-être que les Bulgares considéreraient la Russie comme un allié. Ainsi, la raison de cette offensive contre la Yougoslavie était de chasser la Russie d'Europe, une bonne fois pour toutes. Ce qui n'est pas sans rappeler, comme je l'ai dit, les projets européens d'avant 1939. Et d'une certaine manière, cela continue encore aujourd'hui, car les résultats des guerres en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo n'ont pas été entièrement satisfaisants pour l'Occident. Ils ont dû accepter une Bosnie-Herzégovine divisée. L'objectif de l'Occident était un État bosnien unitaire. Cela concernerait un membre de l'OTAN qui recevrait ses ordres de Bruxelles. Ils ont dû accepter cette confédération lâche, comprenant un sous-État de Bosnie. Et c'est ce qu'ils font actuellement, maintenant qu'ils ont écarté ce dirigeant, Milorad Dodik, du pouvoir en République serbe de Bosnie. L'Occident voit là une occasion de revenir sur ce qu'il avait dû accepter en 1995 à Dayton, à savoir la création de l'entité serbe. Il pourrait désormais agir et tenter de dissoudre complètement l'entité serbe en Bosnie-Herzégovine. Il en va de même pour la Serbie et le Kosovo. Ils n'ont toujours pas réussi à forcer la Serbie à renoncer au Kosovo. C'est pourquoi l'Occident poursuit ce programme. Parce que tant que les Serbes sont là, d'une certaine manière, la Russie maintient sa présence ou une forme d'influence en Europe. Il y a sans cesse des articles dans les médias sur la façon dont les Russes sèment le trouble dans les Balkans, des agents russes. Tous ces problèmes avec Vučić, il travaille clairement avec les Russes et Dodik est avec les Russes. C'est une obsession perpétuelle. D'une certaine façon, nous n'avons pas encore tout le gâteau qui devrait appartenir à l'Occident. Mais au lieu de cela, nous devons encore le partager d'une manière ou d'une autre avec la Russie. Donc, je pense que c'était le premier type de guerre dans lequel l'Occident veut exprimer sa domination géopolitique totale. En fin de compte, et cela remonte, je suppose, à la thèse de Halford Mackinder sur la domination de la masse continentale eurasienne. Oui, et c'est simplement une répétition de la stupidité de ne pas accepter un oui comme réponse, parce que les Serbes veulent rejoindre l'UBL. Les Serbes disent aussi, nous n'allons pas rejoindre l'OTAN. Ils affirment, nous sommes militairement neutres, nous allons en fait dialoguer avec tout le monde. Mais ce n'est pas quelque chose que ces gens peuvent accepter. Il faut que tout soit pour nous, et tout contre l'autre, ou rien. Ou alors, vous faites vous-même partie du problème. Ils disent aux Serbes, vous voulez rejoindre l'UMLR. Eh bien, cela n'arrivera pas. Mais c'est la condition, comme je l'ai dit. Il faut faire deux choses. Il faut accepter la perte du Kosovo, se laver complètement les mains du Kosovo une bonne fois pour toutes. Accepter que c'est un État indépendant, et il faut se couper de la Russie. Imposer des sanctions à la Russie, couper tout commerce avec la Russie. Voilà les conditions. Si vous voulez rejoindre notre club, c'est ce que vous devez faire. Ils sont pas prêts à le faire. Ils aimeraient faire partie de l'UBRMA, mais ils ne sont pas prêts à tout sacrifier. Mais c'est, les Européens et les Américains exigent d'eux. Oui, et bien sûr, naturellement, cela provoque exactement l'effet inverse. Tout comme en Géorgie.
La Géorgie a tiré ses leçons. Les Serbes savent qu'ils ne peuvent pas se ranger complètement d'un côté ou de l'autre. Il faut jouer avec tout le monde. Désolé, et je sais que j'ai dit que c'était la dernière question, mais vraiment une toute dernière relance, parce que vous venez de dire de façon intéressante que ce que l'Occident voulait obtenir dans les années 90, c'était d'exclure complètement la Russie. Cela va un peu à l'encontre de l'interprétation selon laquelle l'Occident s'est enivré d'avoir gagné la guerre froide et d'avoir détruit l'Union soviétique, et donc ne prêtez plus attention à la Russie. Parce que ce que vous sous-entendez, c'est qu'il faisait encore suffisamment attention pour essayer d'arracher complètement tout ce qui pouvait rester dans l'orbite de l'État successeur. Comment voyez-vous cela? Eh bien non. Ce que je veux dire, c'est que il y avait une inquiétude selon laquelle, tôt ou tard, la Russie se relèverait. Et il fallait s'assurer que même si cela arrivait, si la Russie se relevait, et ils allaient tout faire pour que la Russie ne se relève pas, ils feraient tout leur possible pour créer un maximum de problèmes à l'intérieur de la Russie. Mais ils voulaient aussi s'assurer que si la Russie se relevait, il ne resterait rien à quoi elle pourrait revenir. Tous les États d'Europe de l'Est auraient été intégrés à l'OTAN et à l'UOCAMOR. Et en particulier, le vrai problème pour l'Europe et les États-Unis, c'était les Balkans, car c'était la seule région où il existait un véritable attachement sentimental à la Russie, remontant au XIXe siècle et aussi à la Première Guerre mondiale, lorsque la Russie était entrée en guerre et s'était détruite pour la Serbie. C'était donc l'une des craintes. D'un côté, je pense qu'au départ, la crainte était que la Yougoslavie, si elle survivait, devienne une alternative attrayante, une sorte de socialisme de marché, et une alternative séduisante pour l'Europe de l'Est, qui était très rapidement absorbée par l'ordre néolibéral. Ils voulaient donc s'assurer que cela soit détruit. Mais après cela, une fois que c'était détruit, et qu'il était clair que la Yougoslavie ne survivrait pas, ils ont dû s'occuper de la Serbie. Car tant que la Serbie existait, tant que les Serbes étaient là, le peuple dominant dans les Balkans, la Russie garderait une certaine influence en Europe. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont dû avancer, pousser l'expansion de l'OTAN, puis continuer à exercer de plus en plus de pression contre les Serbes, pour s'assurer que nous n'ayons plus jamais à avoir la Russie sur notre continent. Cela a beaucoup de sens. Et à tous ceux qui écoutent, ne confondez pas ce que George a dit avec un grand plan directeur des marionnettistes. Il s'agit plutôt des forces de ces groupes néolibéraux et néoconservateurs qui tracent ensuite le cours de l'histoire. George Samueli, si les gens veulent vous suivre, ils devraient avant tout écouter votre podcast. Absolument, le podcast. Vous le trouverez sur thegaggle.locals.com. Vous pouvez également le trouver sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Substack. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Et surtout, essayez d'acheter mon livre, s'il vous plaît. Il est un peu cher, malheureusement. Ce n'était pas ma décision. Des bombes pour la paix. La guerre humanitaire de l'OTAN en Yougoslavie. Tout le monde, les liens seront dans la description ci-dessous. George Samueli, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal.